Merci, professeur Benranem, pour vos gentilles paroles. Merci aux organisateurs de m'associer encore une fois à cet intéressant colloque, toujours très enrichissant et auquel je viens avec plaisir. Bravo au professeur Belkhadir et au comité d'organisation. Le programme s'annonce vraiment très instructif et riche et intéressant. Chers collègues, chers amis, messieurs les présidents, on parle toujours et encore d'hypertension artérielle et à chaque fois on croit avoir tout dit, mais il reste beaucoup de choses à dire. Pourquoi ? Parce que l'hypertension artérielle constitue toujours le premier facteur de mortalité mondiale. Ce n'est pas rien, c'est énorme. Elle constitue également le premier facteur d'handicap et de perte d'années de vie en bonne santé. Et c'est pourquoi on n'a pas cessé d'en parler et que le problème est toujours loin d'être réglé. Pourquoi ceci ? Parce que le vieillissement de la population s'accompagne d'une élévation de la tension artérielle et sur cette cohorte, quand on prend des patients âgés de 50 qui sont normotendus à la cinquantaine, de 50 à 65 ans, on va les suivre pendant une vingtaine d'années. Eh bien, regardez les courbes, elles avoisinent le 100%. Ils vont devenir à 98% hypertendus avec l'âge et le temps. Et donc, chaque année, nous avons pratiquement, en raison de l'hypertension artérielle, 10 millions de décès, sans parler bien sûr des handicaps et du reste. Et c'est pourquoi c'est important de revenir toujours sur ce sujet. Alors, ceux qui ont, comme moi, enseigné à la fac un peu tôt, et quand j'étais étudiante, on nous disait la normotension, c'est jusqu'à 160-95, des chiffres qui font aujourd'hui sourire. Mais il faut voir que les guidelines américaines préconisent depuis 1996 14,9. Il a fallu attendre 99 pour que l'OMS et les Européens s'alignent sur ces chiffres. Alors pourquoi ces chiffres toujours revus un peu à la baisse ? Cette étude mais extrêmement intéressante, c'est une méta-analyse de 61 études prospectives incluant 1 million d'hypertendus qui ont été suivis et qui montrent qu'à chaque élévation de 20 mm de systolique ou 10 mm de diastolique, eh bien le risque double, le risque de décès par maladie cardiovasculaire double et de développer un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, c'est étroitement lié. Et à l'inverse, le gain aussi est énorme. C'est ça qui est rassurant et qui est important à retenir. Vous faites baisser de 2 mm seulement, c'est rien, la tension de votre patient, vous avez déjà un gain en termes de cardiopathie ischémique et d'accident vasculaire cérébral. La relation avec l'AVC est toujours beaucoup plus étroite. Donc, vous avez une réduction de 22% de coronaropathie et de 41% d'AVC à chaque diminution de 10 mm de la pression artérielle. Alors, ces données ont poussé les Américains à changer la définition des chiffres de la tension normale et le JNC7 avait fait grand bruit en 2003 parce que la normale devait être inférieure à 12,8 pour avoir une tension idéale, c'est de 12,8. Puis on a parlé de pré-hypertension et de stade de l'hypertension artérielle. On peut revenir à la discussion sur ces chiffres. Et vous voyez, après, toutes les autres sociétés se sont plus ou moins alignées sur ces définitions. Les Européens, avec une petite différence, on y reviendra. Les recommandations britanniques, NICE, etc. Je n'ai pas le temps de faire tout l'historique, mais voici un tableau récapitulatif de ces différentes guidelines. Et vous voyez que, quelles que soient les recommandations, le diabétique, la coexistence du couple infernal qu'est l'hypertension artérielle associée au diabète fait entrer d'emblée le sujet dans le haut risque cardiovasculaire. Et donc, distinction pour le diabétique pour lequel on revoit toujours un peu les chiffres à l'avance, à la baisse, de même que lorsqu'il existe une atteinte chronique rénale. Voilà. Alors après, il y a eu le J-curve qui a été débattu, cette fameuse courbe en J, mais qui n'est plus d'actualité, donc je passe. Et le JNC8, pardon, je reviens sur le JNC8, curieusement,
On a vu apparaître après 12 ans pratiquement le JNC8 qui, lui, va revoir les chiffres d'une façon un petit peu bizarre, dire que la normale c'est 14,9 et que pour le sujet âgé c'est du 15,9 et c'est aligné un petit peu comme les recommandations européennes, ce qui a soulevé beaucoup de débats, en particulier dans les sociétés américaines. Et c'est très simple. Les sociétés, l'American College of Cardiology et l'American Heart Association ont dit ben nous, on ne reconnaît pas ces recommandations. Elles vont nous faire perdre tout ce qu'on a gagné en termes de contrôle et de sauver des hypertendus, des complications cardiovasculaires. Et donc, ils se sont contentés simplement de l'ignorer et de continuer à travailler avec les recommandations du JNC7. Et même parmi les rédacteurs qui n'étaient pas nombreux, certains se sont retirés et ont critiqué ce JNC7 et ils ont dit bon ben on va inverser les gains qu'on a obtenus en termes de traitement de l'hypertension artérielle ces dernières décennies. C'est pourquoi ils ont réfléchi à mettre en place une étude. Cette étude s'appelle SPRINT. Pour ceux qui la connaissent, il y a un avant-sprint et un après-sprint. Alors cette étude, c'est quoi? Eh bien, c'est compte tenu de ce que l'hypertension artérielle, parce que les études observationnelles toutes disent qu'il y a un gain à baisser la tension en dessous du 14,9, alors que certaines études disent le contraire. Et donc, SPRINT a été conduite. Voici grosso modo en quoi ça consiste. SPRINT a inclus plus de 9000 patients avec un objectif. Il y a un traitement qui vise une tension artérielle inférieure à 12,8, donc traitement optimal ou agressif, ou que vous pouvez appeler comme vous voulez, et un traitement qui reste sur les recommandations traditionnelles. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'étude SPRINT est totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi vous voyez ici que tous les antihypertenseurs ont été utilisés, le seul but étant d'arriver à l'objectif tensionnel. Alors, qu'est-ce qu'elle a montré SPRINT? SPRINT devait durer pour 4 ans. Elle a été arrêtée de façon prématurée pour des raisons éthiques parce qu'elle a montré qu'il y avait une diminution de 30% du risque composite d'infarctus du myocarde, de syndrome coronaire aigu, d'insuffisance cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, et 25% de la mortalité toute cause. Et donc, les résultats ne souffrent pas le doute, même si ça a été un peu critiqué par les Européens. Et donc, on a conclu qu'un objectif plus bas était préférable. Et c'est pourquoi le comité américain qui inclut, mais alors vous voyez toutes les sociétés possibles et imaginables, l'American Heart, l'American Association, la Société d'hypertension artérielle, la Société des nurses, la Société des cardiologiques noirs, ce qui n'existe qu'en Amérique, des choses comme ça. Alors tout le monde s'y est mis pour faire les nouvelles guidelines. Alors, c'est quoi ces nouvelles guidelines pour la prévention, la détection et le management de l'hypertension artérielle? Là, je vais passer sur l'evidence-based medicine à l'américaine parce qu'on n'aura pas le temps, mais on peut en discuter après. Pour aller directement aux définitions de l'hypertension artérielle, eh bien, la normale, on revient au JNC 7, c'est inférieur à 12,8. La tension est élevée dès lors qu'on dépasse ces chiffres. Et on rentre dans l'hypertension à partir de 13,8. C'est le stade 1. Et au-delà de 14 ou de 90, on est au stade 2 de l'hypertension et on n'a plus conservé que 2 stades. Alors, je vais dire juste un mot de l'hypertension artérielle masquée et l'hypertension de la blouse blanche, et en particulier l'hypertension artérielle masquée, parce que les diabétiques sont connus pour avoir un cycle nictéméral un petit peu inversé en raison de la dysautonomie qui accompagne le diabète. Et là, la mesure ambulatoire est très intéressante parce que vous avez certains patients qui peuvent être normotendus la journée et réellement hypertendus la nuit. Et l'AMAPA est très contributive dans ce diagnostic. Bien sûr, le traitement, c'est toutes les mesures non pharmacologiques que vous connaissez sur lesquelles je ne reviens pas, juste peut-être pour souligner qu'un apport potassique qu'on oublie parfois est important au même titre que la réduction du sodium et le reste.
Bien sûr, l'activité physique, particulièrement chez les diabétiques hypertendus, la suppression ou la réduction de l'alcool. Et voici le schéma global de traitement selon les recommandations américaines. Bon, on a une tension normale, bon, on surveille, on essaye quand même d'avoir une hygiène de vie saine. On a une hypertension artérielle, alors tout dépend, est-ce qu'elle est associée à des facteurs de risque, et ils utilisent le score de risque qui consiste à calculer le risque à 10 ans. Si ce risque à 10 ans est supérieur à 10%, eh bien, c'est d'emblée le traitement pharmacologique. Autrement, on commence par les mesures hygiéno-diététiques et on continue la surveillance. Donc, soit stade 1, stade 2 de l'hypertension artérielle et en fonction du risque. Qu'est-ce qu'on utilise comme médication de première intention ? Vous savez que depuis la méta-analyse de Lindom en 1996, je pense, les Britanniques ont supprimé les bêta-bloqueurs comme première ligne de traitement de l'hypertension artérielle. Eh bien, sauf indication spécifique, c'est toujours le cas. On commence par anticalcique, inhibiteur de l'enzyme de conversion ou bloqueur inhibiteur des ARA2, de l'angiotensine 2 et les diurétiques thiazidiques qu'on peut associer en trithérapie, etc. Alors, sur quoi repose le choix d'une monothérapie versus bithérapie d'emblée ? Nous verrons que les recommandations européennes préconisent d'emblée une bithérapie. Eh bien, cela dépend aussi du niveau tensionnel et des facteurs de risque. On peut utiliser une bithérapie combinée d'emblée si on est au-dessus de la cible de 20 mm sur 10 mm de diastolique et s'il existe d'autres lésions associées. Et on peut initier avec une monothérapie en deçà de 130/80. Alors, quand l'hypertension artérielle est confirmée, il y a aussi la cible thérapeutique qui doit être inférieure à 13,8 et tout particulièrement chez le diabétique. Je suis contente que mon ami Ibn Ghanem soit là parce que nous continuons avec les néphrologues. Certaines pratiques qui ne doivent plus exister, en particulier chez le diabétique, qui a une protéinurie souvent importante et qui consiste à associer les IEC et les ARA2. Selon toutes les recommandations et les guidelines, c'est quelque chose de délétère et c'est une recommandation de force A et c'est un 3 et ça veut dire que c'est quelque chose de délétère qui ne doit plus être pratiqué chez les hypertendus de façon générale et le diabétique en particulier parce que c'est le plus souvent le cas. Il y a des questions qui restent posées finalement. Quel est le meilleur moyen de dépistage de l'hypertension artérielle? Est-ce que c'est la mesure classique par un professionnel de la santé? Est-ce que c'est la mesure à domicile qui est très encouragée? Ou est-ce que c'est la mesure ambulatoire de la pression artérielle et l'initiation du traitement avec un ou deux médicaments, et surtout, est-ce que toutes les classes thérapeutiques se valent et il n'y a pas de problème à utiliser l'une ou l'autre, sauf indication spécifique. Je veux vous mettre juste ce schéma pour dire qu'il y a une chose quand même importante, c'est de considérer pour un médicament, quel qu'il soit, le rapport Val-Epic. Parce que vous avez beaucoup de médicaments qui ne sont pas de véritables médicaments après Unix, les once daily, et le Val-Epic doit être idéalement supérieur à 66%. Voilà. Donc là, je vais parler très rapidement des dernières recommandations de l'ESC et de l'ESH, la Société européenne de cardio et d'hypertension artérielle. J'ai fait partie du comité de lecture de ces recommandations, donc que je connais depuis 2017, mais qu'on n'avait pas le droit de divulguer. Elles étaient confidentielles, elles seront publiées en août 2018. Mais comme elles étaient en grande partie exposées au Congrès de Barcelone en 2018, donc je vais vous parler de ce qui a été déjà dit. D'accord ? Alors, les nouvelles recommandations donc, viennent d'élaborer ces sociétés européennes ont choisi de conserver la même définition que celle de 2013, qui est celle-ci.
Bon, c'est l'ESH 2013 qui a été un peu rediscuté, mais qui reste la même. En revanche, il y a pas mal de changements dans l'attitude. En particulier, bon, la mesure ambulatoire de la pression artérielle continue d'être considérée comme ayant une meilleure valeur pronostique que l'automesure à domicile. Et bien sûr, a fortiori, la mesure clinique. Elle fournit des renseignements importants et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la pression artérielle nocturne. Bien sûr, l'automesure est moins coûteuse, mais quand on trouve des anomalies à l'automesure, on est obligé souvent de confirmer par une mesure ambulatoire finalement. Une autre question plus spécifique et qui se pose souvent, c'est la fibrillation auriculaire. Vous savez que chez les patients qui ont une arythmie, on a du mal à mesurer correctement la pression artérielle, que ce soit par les appareils électroniques en particulier ou par la MAPA ou l'automesure. Il faut beaucoup de répétitions de mesures et beaucoup de patience pour avoir vraiment la vraie pression artérielle. Les Européens ont opté pour un traitement antihypertenseur finalement beaucoup plus agressif que ce qu'ils faisaient avant. Et les concepts ont évolué de manière vraiment notable. Alors, la nouveauté dans le traitement médicamenteux, c'est qu'on peut désormais proposer à certains patients un traitement dès la pression normale haute pour les Européens. Vous voyez qu'ils s'approchent de plus en plus des guidelines américaines. Donc, à 130/85, on peut commencer un traitement médicamenteux chez les patients à très haut risque cardiovasculaire, en particulier ceux ayant une coronaropathie. L'autre modification, c'est plutôt que de choisir une cible tensionnelle pour tout le monde, unique, ils ont décliné ça en plusieurs cibles chez les patients traités, ce qui permet de mieux personnaliser le traitement, si vous voulez. Et ces cibles sont en fonction des tranches d'âge, de 18 à 65 ans, et puis de 65 ans à 79 ans, et au-delà de 80 ans. Et aussi en fonction du risque cardiovasculaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vous disent finalement, oui, alors on peut baisser la tension à 130 et on peut même aller en dessous de 120, ce qui rejoint complètement les guidelines américains s'il n'y a pas de risque. Alors, on propose plus rapidement des médicaments antihypertenseurs en stade 1. Le traitement, finalement, antihypertenseur est globalement moins conservateur chez les sujets âgés que ce qu'il préconisait en 2013. Les experts insistent sur le fait de différencier l'âge biologique et chronologique parce qu'on a beau être âgé, l'âge physiologique n'est pas toujours le même chez tous les sujets âgés et donc c'est aussi à prendre en compte. Alors là, finalement, la cible de 14,9 est retenue chez tous les hypertendus, mais si le traitement est bien toléré, nuance de grande importance, on essayera d'atteindre 130/80, voire une PAD inférieure, une PA inférieure. Donc finalement, on n'est pas très loin des recommandations américaines. Et chez les sujets âgés, on est beaucoup moins conservateur dans les traitements. Bithérapie d'emblée pour les guidelines européennes, plus nuancée. Et donc je vais aller vite, là je vois que j'ai pris du retard, donc j'y vais. Donc les mêmes médicaments sont employés. Les bêta-bloqueurs sont réservés à des indications spécifiques. Et quand on donne ces traitements et que la tension artérielle ne se normalise pas, les antispironolactones sont des médicaments qui sont excellents dans cette indication. Juste cette diapo sur les guidelines canadiennes qui sont aussi extrêmement actifs et qui gardent les bêta-bloqueurs en première ligne chez les sujets au-delà de moins de 60 ans, mais pas après 60 ans. Et finalement, je conclus en disant que les recommandations américaines ont abaissé le seuil de l'HTA et en fait, on revient un petit peu à ce qui a été dit pour le JNC7 avec 2 classes d'hypertension uniquement, l'importance de mieux évaluer l'observance du patient pour le traitement. Les recommandations européennes ont beaucoup évolué dans le même sens
et s'approche des recommandations américaines. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que chez le diabétique hypertendu, c'est un sujet d'emblée à haut risque et qu'on doit aller à la pression artérielle minimale la mieux tolérée. Tant que c'est toléré, on peut aller en dessous des 12,80 et je vous remercie.